Ok, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce cours qui est destiné essentiellement aux étudiants de licence 2 du revue des organismes de la faculté de sciences de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. Ce cours porte sur l'électrophorèse. Il a été donc préparé en me servant des documents du docteur Mediaoui et du docteur Amril. Et vraiment, je tiens à les remercier pour la qualité des informations qui a été fournie et qui nous permet de bien comprendre de quoi il est question. Alors, ce cours sur l'électrophorèse est un cours important qui rentre dans le cadre de l'UE biochimie analytique. Donc, nous allons ensemble voir, n'est-ce pas, dans le cadre de ce cours, ce qu'il est important de retenir par rapport aux techniques électrophorétiques couramment utilisées dans les laboratoires de biochimie. Alors déjà pour commencer, je dirais que l'électrophorèse, voilà, un instant. Donc, l'électrophorèse est un terme qui vient de deux termes. Ça vient de électro, qui renvoie à électricité, et de phoros, qui veut dire mobilité, porter d'un bout à l'autre. Donc, étymologiquement, le terme électrophorèse désigne la mobilité des particules sous l'effet du courant électrique. Et donc, le courant électrique est un élément important dans ce type de séparation. Et généralement, lorsque on évalue l'intensité de courant par centimètre de support sur lequel les particules mises, on définit donc ce qu'on entend par champ électrique. Mais je conviens avec vous qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Donc, l'électrophorèse, c'est une technique de séparation des particules aux molécules chargées sous l'effet d'un champ électrique. Et en biochimie, on l'utilise beaucoup plus pour séparer les protéines et pour séparer les acides nucléiques. Voilà les deux principaux usages de l'électrophorèse en biochimie. Donc, l'électrophorèse des protéines, c'est ce qu'on appelle, ça se fait généralement sur un gel, qui est le gel de polyacrylamide, alors que l'électrophorèse des acides nucléiques, ça se fait sur un gel qui est le gel d'agarose. Vraiment, c'est très important de le comprendre. Évidemment, il y a d'autres types d'électrophorèse que vous allez bien évidemment découvrir, mais dans le cadre de ce cours, je vais m'appesantir essentiellement sur le gel de polyacrylate et le gel d'agarose. On pourra évidemment de temps en temps évoquer d'autres aspects, d'autres types d'électrophorèse, mais vraiment, pour ce cours, c'est le cœur de notre présentation. Alors, l'électrophorèse, à quoi est-ce que ça sert? L'électrophorèse a essentiellement une importance analytique. On l'utilise généralement dans les laboratoires pour évaluer la pureté d'un échantillon d'acide nucléique ou de protéines. Donc, si vous avez isolé les protéines ou isolé un acide nucléique dans un tissu et vous voulez vérifier que cette protéine est pure, vous faites une électrophorèse. Si dans votre électrophorèse, vous trouvez une bande, la protéine est pure. Si vous en trouvez deux, trois, la protéine est un mélange. C'est comme ça. Pareil pour l'acide nucléique, le fragment d'ADN ou le fragment d'ARN. Maintenant, on l'utilise également pour caractériser la protéine. Caractériser, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir d'autres informations qui vous permettent de l'identifier facilement. C'est ça, caractériser. Et ces informations, c'est quoi? Pour les protéines, on peut connaître le nombre de sous-unités. Donc, vous avez isolé la protéine, vous savez qu'elle est pure, mais vous voulez savoir est-ce que c'est une protéine monomérique, dimérique, trimérique ou tétramérique. Vous digérez la protéine, ça va vous donner probablement des fragments et vous faites migrer ces fragments sur l'électrophorèse. Si vous obtenez deux bandes après avoir digéré, là, vous pouvez conclure que c'est une protéine dimérique. Donc, l'électrophorèse vous aura permis de déterminer le nombre de sous-unités. On peut également l'utiliser pour déterminer le poids moléculaire. Le poids moléculaire, c'est quoi? C'est la taille de la protéine. D'accord? Est-ce que cette protéine est à 100, 1000, 2000, 3000 d'atomes? Ça dépend. Et pour pouvoir apprécier la taille de la protéine, on utilise ce qu'on appelle les marqueurs
de poids moléculaire. On va revenir un peu là-dessus beaucoup plus tard. L'électrophorèse permet également d'identifier le type de protéines en question en se servant d'un procédé qu'on appelle le Western blot. Je vais également vous dire en quoi consiste ce procédé de façon générale. Donc voilà pour ce qui est de la caractérisation des protéines. On peut également utiliser l'électrophorèse pour caractériser les fragments d'ADN. La caractérisation ici, c'est essentiellement de déterminer la taille en paire de base du fragment d'ADN et d'ARN. Et bien évidemment, pour cela, on utilise toujours un marqueur. Retenez que pour déterminer la taille, que ce soit d'une protéine ou d'un fragment d'ADN, on utilise toujours des marqueurs de poids moléculaire. C'est quoi des marqueurs? On verra ça un peu plus loin dans la présentation. Alors, c'est quoi le principe d'une électrophorèse? Avant d'entrer dans le principe, retenez que pour réaliser une électrophorèse, voici les éléments dont on a besoin. D'abord, on a besoin d'un générateur. Le générateur, c'est celui qui fournit le courant. Il est relié, n'est-ce pas, au reste du dispositif par deux électrodes. Une électrode qui est la bonne positive, on appelle l'anode, et une électrode qui est la bonne négative, on appelle la cathode. Les deux électrodes entrent en contact directement avec une solution qui est une solution tampon. Et le rôle de cette solution, il est double. Le pH du tampon, c'est lui qui va permettre aux protéines ou aux acides nucléiques qu'on va séparer de rester dans leur état natif si l'électrophorèse est effectuée en conditions naturelles. Mais il contient également le tampon, les ions, et ce sont ces ions qui vont permettre au courant de passer sur le support et de faire migrer, évidemment, n'est-ce pas, les molécules qu'on veut séparer. Voilà. Donc, le tampon, lui, on le retrouve encore ici, dans ces différentes cuves que vous voyez là. Très bien. À côté donc de cela, vous avez également le support de l'électrophorèse, c'est-à-dire c'est le support physique, ça peut être le gel ou un papier sur lequel les échantillons vont se déplacer. Vous voyez que ces échantillons, en réalité, ils vont baigner dans les deux tampons. Je pense que sur l'image qui est là, vous voyez très bien comment est-ce que, n'est-ce pas, le support baigne dans le tampon qui va permettre au courant de le traverser. Évidemment, on verra plus tard que lorsqu'on réalise l'électrophorèse sujet d'agarose au sujet de polyacrylamide, généralement, on dépose l'échantillon sur un bout, généralement à l'extrémité négative, pour que les échantillons se déplacent vers l'extrémité positive. Alors que lorsqu'on réalise les autres types d'électrophorèse, notamment sur papier et acétate de cellulose, on dépose l'échantillon qu'on veut séparer au centre, et là, les protéines peuvent choisir de migrer soit à droite, soit à gauche. Donc, ça, ce n'est pas encore le principe, ce n'est que la présentation sommaire, n'est-ce pas, des différents éléments qui sont utilisés en électrophorèse. Alors, lorsque le courant traverse, lorsque les particules migrantes se retrouvent donc dans le champ électrique, elles sont soumises à deux forces. La force F, qui est la force électrostatique, qui va entraîner la particule à migrer dans le sens du champ électrique. D'accord? C'est elle, la force électrostatique. Et cette force est égale à Q fois E. Et s'oppose à cette force la force de frottement, de retention, qui est en sens opposé et qui est proportionnelle au coefficient de viscosité, n'est-ce pas, du milieu, à la vitesse, n'est-ce pas, de la protéine, et qui est proportionnelle également au rayon de la protéine. Voilà. Donc, lorsque la force électrostatique et la force de frottement s'équilibrent, la particule donc adopte une vitesse de migration dans le champ électrique qu'on va appeler donc mobilité électrophorétique mu. Et donc, la mobilité électrophorétique mu est le quotient donc de la vitesse de migration de la particule divisée par le champ électrique E. Et donc, on peut encore l'exprimer à travers cette relation-ci en disant que mu est égal à Q sur 6 pi nr. Et donc, la mobilité mu s'exprime en centimètres carrés par seconde par 20. Donc, elle est proportionnelle à la charge. Ça veut dire que plus la densité de charge de la particule est élevée, plus rapidement elle va migrer. Elle est
inversement également proportionnel au rayon de la particule. Ça veut dire que les particules grosses, grandes, de grande taille, vont migrer moins en électrophorèse que les particules beaucoup plus petites qui vont migrer plus rapidement. Ce sont des notions qu'il faut véritablement comprendre. Alors, s'agissant donc des types d'électrophorèse, on peut classer dans les électrophorèses essentiellement en deux types. Vous avez l'électrophorèse libre ou l'électrophorèse en veine liquide. D'accord? C'est celle qui se fait dans un tube en nu. Nous avons déjà parlé de ça un peu dans le cours en présentiel. D'accord? C'est cette électrophorèse-là dans laquelle il y a des notions de mobilité électro-osmotique, de mobilité électrophorétique et mobilité apparente. Ça se voit dans le cas de l'électrophorèse libre. Je n'insisterai pas là-dessus dans le cas de cette présentation. À côté, vous avez l'électrophorèse sur support ou l'électrophorèse de zone. C'est cette électrophorèse qui se fait sur un support plat. Ça peut être le gel d'agarose qu'on a coulé dans une cuve, ça peut être le papier, ça peut être l'acétate sur le dos. Et ce gel peut être disposé horizontalement ou verticalement. Donc voilà la représentation simplifiée, n'est-ce pas, du dispositif de l'électrophorèse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, l'électrophorèse en U, c'est la première électrophorèse qui a été développée. Elle a été développée en 1937 par le chercheur Tiselius et donc elle était utilisée au départ pour séparer les protéines du sang. Voilà. Et c'est à partir de donc que tous les autres électrophorèses ont été développées. Donc, c'est très important de comprendre ça. Nous avons évidemment insisté dessus dans le cadre de notre premier cours en présentiel. Mais l'avantage avec cette électrophorèse, c'est qu'elle permet, une fois que les protéines sont séparées, on peut exploiter la propriété du tube en U pour mesurer l'absorbance grâce à un procédé qu'on appelle la spectrophotométrie, que nous verrons évidemment dans nos prochains cours. Maintenant, pour ce qui est des électrophorèses de zone, et précisément des électrophorèses sur gel, on distingue plusieurs. On a l'électrophorèse sur gel d'agarose, en champ pulsé, sur gel de polyacrylamide, bidimensionnel. Nous avons insisté ici sur les deux, que sont le gel d'agarose et le gel de polyacrylamide. Alors, l'électrophorèse sur gel d'agarose, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est celle-là qui permet de séparer les acides nucléiques et l'ADN ou l'ARN. Donc, les fragments à séparer ont une taille comprise entre 0,2 et 50 kilobars généralement, et les molécules dont se séparent, n'est-ce pas, en fonction de leur ratio charge sur masse. Qu'est-ce que ça veut dire, le ratio charge sur masse? Ça veut dire que pour deux protéines qui ont la même masse, elles vont se séparer en fonction de leur différence de charge. Celle dont la densité de charge est plus élevée va migrer plus vite. Pour deux protéines, par contre, qui ont la même charge, la séparation va se faire en fonction de la différence de masse. Celle dont la masse est la plus grande va migrer moins vite que celle dont la masse est la plus petite. C'est ça dans le ratio charge sur masse. Et donc, pour réaliser ce type d'électrophorèse, on a toujours besoin, je ne reviens pas sur le reste, c'est les mêmes outils, hein, le générateur, d'accord, il donne le courant électrique, le couvercle. Vous voyez que le couvercle apporte les électrodes qui seront connectés directement au générateur électrique. Nous avons là également la chambre d'électrophorèse qu'on appelle encore cuve, dans laquelle on va déposer, n'est-ce pas, le gel après l'avoir préparé, d'accord? Vous avez le ruban cache, vous avez cette cuve-ci qui permet de contenir, de couler le gel pour qu'il se solidifie. Vous avez le peigne. Le peigne, c'est lui qui permet de former les trous dans lesquels on va déposer délicatement l'échantillon, on le verra tout à l'heure. Et vous avez donc l'agarose qui va être le matériau qui va servir à fabriquer le gel. Donc, l'agarose, c'est quoi? L'agarose, c'est un sucre, c'est un polymère du sucre, c'est un polyoside dont les unités sont constituées d'aragobiose. Donc, c'est un polymère d'aragobiose. Et l'aragobiose, c'est un disaccharide. Donc, normalement, l'agarose est un sucre qui se liquéfie lorsqu'on le bout à 100 degrés. Donc, lorsque vous le trouvez à l'état solide, le polymère est constitué sous forme d'une chaîne
Ici, vous avez l'agarose qui est là. Et donc, quand l'agarose, j'allais dire, l'agarose est là. Et donc, quand vous le chauffez, d'accord, le polymère aura tendance, n'est-ce pas, à se constituer de cette manière-ci, d'accord? Il aura tendance à se constituer de cette manière-ci et à développer une structure dans laquelle on pourra visualiser aisément les mailles. Voilà. Ces mailles-ci sont des trous dans lesquels les protéines vont naître. Donc, quand vous le laissez donc refroidir, l'agarose fond à 100 degrés et se solidifie à 45 degrés. Donc, à 100 degrés, lorsque vous le faites fondre, les mailles se constituent. Lorsque vous le laissez refroidir, les mailles le gel se solidifie et les mailles sont fixes. Voilà. Donc, vous convenez avec moi que, n'est-ce pas, au fur et à mesure que vous utilisez une proportion d'agarose importante, vous réduisez également la taille de vos mailles. Et si vous utilisez une proportion d'agarose faible dans votre gel, vous augmentez la taille de mailles et vous pouvez donc séparer des molécules d'acide nucléique plus grosses. Donc, comment on prépare le gel d'agarose, proprement dit? Donc, voici les différentes étapes. Donc, l'agarose, un polysaccharide, comme je le disais, vous pesez d'abord sur une balance et ensuite vous laissez dissoudre l'agarose dans un tampon, qui est le tampon de migration. Et ce tampon de migration, ça peut être le trisborate EDTA ou le trisacétate EDTA. Le tris, d'accord, c'est une base forte et le borate, c'est un... Bon, en fait, ça dépend parce que là, quand c'est le tris H+, la composante peut être considérée comme acide de forte base faible. Mais évidemment, c'est des notions que vous maîtrisez très bien. Donc là, je vais beaucoup plus insister sur le pourcentage d'agarose. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le pourcentage d'agarose augmente, les molécules qu'on veut séparer deviennent beaucoup plus petites parce qu'en augmentant le pourcentage d'agarose, on réduit la taille des mailles et donc ça limite, n'est-ce pas, les molécules qui peuvent migrer facilement. Donc, en fonction, pour des molécules beaucoup plus grosses, utiliser de faibles pourcentages d'agarose, généralement moins de 1%. Pour des molécules d'ADN ou d'ARN beaucoup plus grandes, petites, pardon, utiliser des pourcentages d'agarose un peu plus élevés, au-dessus de 1,5%. Donc, une fois donc que vous avez dissous l'agarose dans le tampon de migration, vous le faites chauffer, vous le portez à ébullition, ça c'est un micro-ondes. Hein, on le porte à ébullition dans un micro-ondes. Et là, maintenant, après l'avoir sorti du micro-ondes, on le laisse refroidir à 60 degrés. Maintenant, quand on laisse refroidir à 60 degrés, on ajoute certains agents intercalants, notamment le bromure d'éthidium, le cybergreen ou le Midori green. Le bromure d'éthidium, c'est un agent, on le prépare dans le gel. Sa propriété, c'est qu'il va se fixer entre les molécules d'ADN qui vont migrer et dont leur conférer une coloration lorsqu'on va les passer sur le révélateur. Donc, l'importance du bromure d'éthidium, ça vous permet de visualiser aisément vos fragments d'ADN une fois que l'électrophorèse est terminée. Parce que une fois que c'est terminé, on passe dans un révélateur. Et si vous n'avez pas mis le bromure d'éthidium, ce sera plus évident de voir ces fragments distinctement. D'accord? Donc, c'est ça l'importance du bromure d'éthidium. Mais l'un des inconvénients, c'est qu'il est cancérigène, je vous l'ai dit en haut, et donc on a tendance de plus en plus à le remplacer par d'autres composés fluorescents, notamment le cybergreen, qui est très utilisé dans la manipulation des acides nucléiques. Donc, ce sont des agents qui peuvent s'intercaler à l'ADN et le rendre fluorescent lorsqu'on le passe sur un révélateur. Voilà. Donc, une fois donc votre gel a été, votre agarose a été préparé en présence des agents intercalants, vous le coulez. C'est ça qui veut dire verser la solution d'agarose dans un plateau de support. Et quand on le coule, il y a ce peigne-là, et le peigne-ci, son rôle, c'est de former les puits dans lesquels on va déposer l'échantillon. Donc, on coule le gel d'agarose et on le laisse refroidir. Quand on le laisse refroidir, vous voyez que ça s'est solidifié. Et là, maintenant, vous avez des puits à l'intérieur. D'accord? Et ce gel-là, donc, quand il se solidifie, on le porte, on le dépose maintenant sur le plateau, dans le plateau de la cuve électrophorèse. Vous voyez?
Donc, ce pôle noir-ci, ça c'est le côté négatif du tampon, et le pôle, c'est le côté positif. Et donc, c'est pour ça qu'on le prépare directement dans le tampon de migration pour qu'il n'y ait pas de variation euh, d'électrolyte et même de problèmes de migration lorsque les échantillons vont être déposés dans les différents pays. Maintenant, comment est-ce qu'on prépare l'échantillon? Donc, votre échantillon, vous avez pris un morceau de tissu musculaire, vous avez broyé, vous avez centrifugé, hein, vous avez recueilli, n'est-ce pas, le filtrat, le surnageant, j'allais dire, et vous avez ce surnageant-là maintenant, qui est un extrait de protéines. Vous voulez donc séparer ça, passer par une électrophorèse. Et pour séparer donc vos échantillons, c'est la même chose, hein. Les étapes que je décris là, vraiment sont les mêmes pour l'électrophorèse sujet d'acrylamide. On va revenir. Mais nous sommes d'abord sur l'électrophorèse d'ADN ici. Donc, vous avez votre ADN. L'ADN ici a été déposé dans un tube à Eppendorf. Ça, c'est les tubes à Eppendorf, ce genre de tube ici en laboratoire. On ajoute donc un colorant qui va colorer l'ADN là pour le rendre visible. D'accord? C'est le bleu de bromophénol. On peut évidemment le combiner au xylène cyanol. Ça permet de suivre l'avancée des échantillons dans le gel. Donc, le bleu de bromophénol, c'est que le voici. Quand vous déposez l'échantillon dans ce puits, n'est-ce pas, il est coloré en bleu. Et donc, quand il migre le long de cette plaque, vous pouvez suivre la migration et savoir à quel moment est-ce que vous devez arrêter pour qu'il ne sorte pas de la plaque. D'accord? C'est ça l'importance du bleu de bromophénol. Suivre l'avancée des échantillons dans le gel. Et maintenant, dans le même tube, vous mettez le bleu de bromophénol et le xylène cyanol et vous ajoutez le glycérol. Le glycérol, c'est pour rendre votre échantillon dense. Parce que souvenez-vous, quand vous déposez votre plaque, votre gel d'électrophorèse sur cette plaque-ci, souvenez-vous que le tampon de migration, qui est le tampon tris-acétate, ça déborde. Et donc, au moment de déposer l'échantillon, si le glycérol rend l'échantillon dense, lourd, pourquoi en le déposant dans le puits, il ne flotte pas? Si on ne met pas le glycérol, quand vous allez mettre l'échantillon dans le puits, pap, il va encore sortir là et contaminer les autres puits et même entrer dans vos différents euh, trous là. Donc, pour éviter cela, on met le glycérol pour que ça le rende lourd et que ça aille au fond du puits. C'est ça l'importance du glycérol. Ça qu'on dit augmente la viscosité pour que ça entre dans le puits et que ça reste là-bas. Voilà. Donc, une fois donc que vous avez préparé l'échantillon comme ça, voici une micro-pipette. Vous utilisez une micro-pipette pour prélever votre échantillon et vous déposez délicatement dans ces différents puits-là. Et ça vous permet donc de déposer vos échantillons. Bien maintenant, quand on fait ces différents puits en électrophorèse, on garde toujours un puits qui est utilisé comme le puits du marqueur. Donc, c'est un puits où on met un ensemble de molécules d'ADN dont on connaît déjà la taille et les distances de migration. Donc, on dépose ça là-dedans. Généralement, c'est le premier puits qu'on utilise pour le marqueur de point moléculaire. Alors, c'est quoi le marqueur? C'est ce que je venais de vous dire. C'est un mélange de molécules d'ADN linéaires de taille connue qui sont bien séparées sujet d'agarose et par électrophorèse. Donc, les voici par exemple. Vous voyez qu'ici, sur ce schéma-ci, vous avez le marqueur Diane Ruller, 1KB, Diane Leader. Donc, vous avez ces marqueurs-là. C'est les molécules, un ensemble de molécules d'ADN de taille différente dont on connaît les distances de migration. Donc, quand vous allez mettre votre échantillon, si votre échantillon migre à la même distance que le fragment-ci, ça veut dire que ça pèse 750 bases, paires de bases. Si ça migre à la même distance que le fragment-ci, c'est que c'est 2500 paires de bases. Voilà. Et donc, généralement, l'ordre de migration, comme je vous disais, là, vous voyez que les fragments les plus euh, lourds, normalement, les fragments les plus lourds, ça dépend du sens de migration, ce n'est pas précisé. Mais dans la direction, ce que je vois, c'est du bas, c'est du haut vers le bas. Donc, les fragments les plus légers se retrouvent ici en bas et les fragments les plus lourds se retrouvent proche de la zone de dépôt. Vous voyez, 10 000, c'est là, ainsi de suite, 10 000, 8 000, 6 000, voilà. Donc, ici, c'est du haut vers le bas, voilà. Et vous voyez ici qu'on a préparé avec l'agarose 1%. Vous comprenez très bien l'importance d'utiliser ce genre d'agarose. Donc, c'est avec ces marqueurs-là qu'on estime le poids moléculaire des autres fragments d'ADN qu'on a séparés. Comment se fait donc la migration électrophorétique? Donc, une fois que vous avez déposé vos échantillons
dans ces différents trous, dans ces différents puits, vous versez le tampon de façon à ce que le tampon déborde. Et quand ça déborde, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous branchez, vous branchez, d'accord? Et vous laissez le courant passer. Alors, ici, comment on sépare les molécules d'ADN? L'avantage avec ce genre de séparation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les molécules d'ADN, naturellement, sont chargées négativement. Et la charge négative est conférée par la présence de groupements phosphates. Donc, étant des molécules chargées négativement, si vous les mettez là, elles vont toutes migrer du pôle négatif vers le pôle positif. Il n'y aura aucun problème. Donc, ce qui fait qu'au moment de déposer, vous devez toujours déposer, n'est-ce pas, les échantillons du côté de l'électrode négative. Parce que si vous déposez ici en lançant la migration, ça va sortir. Il faut faire très attention. Et le champ électrique qu'on utilise généralement pour faire ce genre de migration, c'est 5 à 10 volts par centimètre léger. D'accord? Donc, la tension par rapport à la dimension, c'est généralement 100 volts. D'accord? Mais c'est des petits détails que vous devez connaître. Donc, après, vous voyez que ici, ça, c'est quand la migration a déjà eu lieu. Vous voyez qu'en fait, vous avez vos différents puits, vous avez les molécules de différentes tailles qui sont à l'intérieur de chaque puits. Par exemple, ce puits-ci est constitué d'un mélange de 3 fragments d'ADN de tailles différentes. La plus grande taille, elle est proche de la ligne de dépôt. La moyenne, elle est là au milieu et la plus petite, elle a migré beaucoup plus que les deux autres. Et vous voyez donc que quand on prépare avec le gel d'agar 1%, vous voyez que là, on a les mailles du gel, les trous dans lesquels l'ADN peut se faufiler et avancer. Et quand les trous sont resserrés, il ne peut pas se faufiler, mais il va moins migrer. Alors que lui, quand il est petit, il peut facilement se faufiler et il va donc migrer beaucoup plus vite. Donc, celui-ci qui est gros migre moins, plus celui-ci, plus celui-ci. Voilà. Donc, la migration électrophorétique est inversement proportionnelle à la taille ou au rayon de la particule. Plus il est grand, moins il migre. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle un gel bien résolu. Il y a une bonne séparation, n'est-ce pas, des différents fragments. Et pour donc faciliter la séparation des différents fragments, on peut également jouer sur le pourcentage d'agarose, qui est un critère important pour discriminer les molécules qu'on veut séparer. Voilà. Maintenant, une fois que c'est séparé, comment on visualise les bandes? Il faut utiliser un révélateur. Et généralement, le révélateur, c'est un révélateur à fluorescence. Voilà. Souvenez-vous que quand on préparait, on a utilisé un agent intercalant qui pouvait être le bromure d'étudiant ou le cybergrain. Ici, vous visualisez, donc vous passez votre électrophorégramme, votre plaque de gel sous une lampe UV et les composés vont commencer à briller. Les composés brillants sont les composés fluorescents. Ils sont les fragments d'ADN qui ont intégré le cybergrain. Donc, ça va les rendre violets et vous aurez donc la capacité de différencier les fragments. Vous allez remarquer là que, par exemple, dans ce puits, le premier puits qui est proche du marqueur de poids moléculaire, on a peut-être 3 bandes. Mais 3 bandes avec des intensités différentes. La bande du milieu est plus dense que les autres bandes. Ça veut dire qu'elle est plus concentrée en ADN que les autres bandes. Donc ici, comment interpréter? Il faut regarder surtout l'épaisseur des bandes et le nombre de bandes. Donc, tout ça, ce sont des mélanges. Tous ces échantillons d'ADN sont des mélanges de fragments mais ils sont concentrés différemment pour chacun de ces mélanges-là. Donc, mélange de fragments de tailles différentes. Voilà. Et on utilise donc la taille de ces marqueurs qu'on connaît déjà et leur distance de migration pour estimer, n'est-ce pas, la taille des autres fragments qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, l'intensité des bandes est proportionnelle à la quantité d'ADN présent dans l'échantillon. Donc, plus il y a de l'ADN, plus la fluorescence va être importante. Comment est-ce qu'on interprète les résultats? Donc, pour interpréter les résultats, prenons l'exemple ici. Nous avons un fragment d'ADN. Nous avons un ADN circulaire qu'on digère avec une enzyme de restriction pour insérer un fragment d'ADN de 500 paires de base. Alors, lorsqu'on sépare l'ADN circulaire non digéré et l'ADN digéré sur électrophorèse, on obtient ce profil électrophorétique-ci, ou cet électrophorégramme-ci. Vous voyez que là, on a ici à l'extrême gauche les marqueurs de poids moléculaires de différentes tailles, et ces marqueurs de poids moléculaires permettent de voir qu'on a des fragments de tailles différentes. Les plus grosses sont à la
proches de la ligne de dépôt, les plus faibles sont loin de la ligne de dépôt. Donc ici, par exemple, dans le puits 1, ici, on a un fragment d'environ 2000 paires de bases qui correspond à l'ADN non digéré, l'ADN circulaire non digéré. Voilà. Ça prouve déjà que cet ADN-ci est pur et qu'il a une taille d'environ 2000 paires de bases. Voilà comment on l'interprète. Maintenant, dans le puits 2, on a deux fragments d'ADN qui sont présents qui ont des tailles différentes. Le fragment de 1500 paires de bases et le fragment de 500 paires de bases. Et en faisant 1500 plus 500, on retrouve 2000 paires de bases. Donc, le puits 2 contient le fragment d'ADN digéré. Et celui de 1500 paires de bases, qui est plus grand, correspond, n'est-ce pas, à la partie de l'ADN circulaire. Voilà. Et le 500 paires de bases correspond au gène qu'on a cloné. Voilà comment on peut interpréter cela. Donc, en dehors donc, de l'électrophorèse sujet d'agarose, on a également l'électrophorèse sur polyacrylamide qui a été développée généralement par un chercheur en 1970 qu'on appelle l'AMLI. L'AMLI a développé une électrophorèse qu'on utilise pour séparer les protéines qu'on appelle essentiellement le SDS page. SDS qui veut dire sodium dodécyl sulfate polyacrylamide gel électrophorésis. Donc, l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, ça se passe en deux étapes. On l'utilise généralement pour déterminer la masse moléculaire des protéines cette fois-ci, plus des acides nucléiques, mais des protéines, et aussi le nombre de sous-unités. Alors, la première étape, c'est la dénaturation des protéines. Comment ça se fait? Donc, pour faire cette électrophorèse, on prend les protéines qu'on met en présence d'un détergent. Ce détergent, c'est le sodium dodécyl sulfate. Il va se lier, voici par exemple la protéine. Bon, avant même d'y arriver, déjà, on sauté une étape. Avant d'utiliser le SISDIA, on utilise d'abord un agent réducteur, qui est le bêta-mécaproéthanol, qui va d'abord couper les ponts du sulfure et permettre aux chaînes de se libérer. Une fois donc que les chaînes sont libérées, on utilise maintenant le sodium dodécyl sulfate qui va se fixer sur la chaîne polypeptidique et la rendre négative. On dit donc que le sodium dodécyl sulfate dénature et linéarise la chaîne polypeptidique lui conférant un effet de charge négative. Donc, même si la protéine était positive, lorsqu'elle rencontre le SIS, elle devient négative. Voilà. Et c'est l'importance du SIS, il rend les protéines chargées négativement. Alors que le bêta-mécaproéthanol permet aux chaînes polypeptidiques qui sont liées de se dissocier par rupture des ponts du sulfure. Donc, voici exactement ça ici en image. Là, nous avons affaire à une protéine dimérique où les deux sous-unités sont liées par des ponts du sulfure. Quand on utilise le bêta-mécaproéthanol, ça coupe les ponts du sulfure pour libérer deux chaînes avec les fonctions SH sur les chaînes latérales. Et le SDS confère à ces chaînes polypeptidiques, la bleue et la rouge, un excès de charge négative. Ça veut dire que même si les protéines étaient comment ici, au niveau 2 ici, dans cet état, elles sont toutes chargées négativement. Et donc, quand vous allez faire l'électrophorèse, vous allez les déposer du côté de l'électrode négative et elles vont donc migrer vers le pôle positif. Vous voyez très bien ici qu'en bleu, la protéine dans la chaîne est beaucoup plus faible, migre plus vite que la B qui est beaucoup plus grande. Et la verte qui a une longueur intermédiaire a une position également intermédiaire. Donc, à partir donc de ceci, vous pouvez calculer ce qu'on appelle, on va y revenir, les distances de migration et déterminer à partir des poids moléculaires qui sont connus la taille de ces différents fragments de protéines ou de ces différentes protéines. Donc, pour préparer le jet de polyacrylamide, vous avez besoin donc de deux réactifs, essentiellement l'acrylamide et le bisacrylamide. D'accord? L'acrylamide et le bisacrylamide, lorsqu'ils sont mélangés, ils sont mélangés en présence d'un réactif qu'on appelle le persulfate d'ammonium. Et ce réactif va être l'initiateur de la réaction de polymérisation, bien évidemment sous l'effet d'un catalyseur qui est obtenu. Donc, pour réaliser le jet de polyacrylamide, qu'est-ce qu'on fait? On mélange l'acrylamide et le bisacrylamide en présence d'un catalyseur qu'on appelle le et d'un initiateur de la formation de radicaux qui est le persulfate d'ammonium. Cela va donc permettre de former un polymère dans lequel on retrouve les mailles. Chacun des réactifs a son importance. Le bisacrylamide, c'est ce qu'on appelle l'agent pontant. C'est-à-dire que quand vous préparez votre jet de polyacrylamide, si vous utilisez beaucoup de bisacrylamide,
vous aurez beaucoup de pores. Vous voyez qu'ici, les traits verticaux aussi là, qui forment les mailles là, c'est dû à la présence du bisacrylamide. Donc, plus vous en utilisez, plus vous aurez un gel avec des mailles resserrées. Donc, vous aurez un gel réticulé. D'accord? Et moins vous utilisez le bisacrylamide, plus vous augmentez la taille des mailles et plus le gel sera spacieux. C'est pourquoi on modifie justement la proportion de bisacrylamide en fonction de la taille des protéines qu'on vous sépare. Donc, quand vous réalisez votre électrophorèse sur gel de polyacrylamide, généralement, ce n'est pas de façon horizontale, c'est de façon verticale cette fois-ci. Les procédures de préparation sont les mêmes que celles que j'ai présentées un peu plus haut, mais vous avez ici, par exemple, quand on a déjà préparé le gel, comme je vous ai décrit, vous déposez maintenant votre échantillon dans le pli et qu'est-ce qui va se passer? L'échantillon va donc migrer en quittant de l'électrode négative vers l'électrode positive. Donc, l'électrophorèse que vous faites par SDSPH, c'est en condition dénaturante parce que la protéine de départ a été dénaturée par le bêta-nicotinoïde et le SDS avant d'être séparée. C'est pour ça qu'on parle d'électrophorèse en condition dénaturante. Elle se fait dans un gel qui est disposé de façon horizontale, qui permet donc protéines. Les protéines sont déjà toutes rendues négatives, ce qui fait que ici, elles vont seulement migrer en fonction de leur masse. Les protéines les plus lourdes qui ont un rayon où le rayon de la protéine est grand vont moins migrer que les protéines légères ou beaucoup plus petites. Le principe est le même. Et donc, voilà le sens de migration. Quand vous avez dans cette migration-ci, vous pouvez donc lire votre électrophorégramme. Donc, quand vous avez fini la migration, vous retirez dans le gel et vous le visualisez. Bien évidemment, nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'on prépare les protéines pour faire les acides nucléiques pour faire l'électrophorèse que j'ai dans la rose, on utilise le bleu de bromophénol pour essayer de voir suivre les protéines pendant la migration et le bromide d'étudiant pour la révélation. Pour l'électrophorèse des protéines, on utilise ici généralement le bleu de Koumassi. Le bleu de Koumassi, ça permet de visualiser les protéines pendant que ça migre dans le gène. D'accord? Et ça me permet également, n'est-ce pas, de voir à quel moment il faut arrêter la migration. Voilà. Donc, les protéines sont révélées par le bleu de Koumassi ou le nitrate d'argent. Donc, le bleu de Koumassi, au contact de la protéine, la colore en bleu. Le nitrate d'argent, au contact de la protéine, la colore en bleu. Voilà deux réactifs pour visualiser la migration. Et donc, à la fin, vous avez donc un profil qui peut être comme celui-ci. Donc, une fois que vous avez dans ce profil-ci, vous pouvez donc décider de mesurer, n'est-ce pas, les distances de migration des différents fragments, en quittant, par exemple, de la ligne de dépôt au point de migration. Donc, vous allez faire un rapport de la distance de migration sur le front de migration. Le front de migration, c'est la distance qui sépare la ligne de dépôt de la limite maximale, du bord maximal sur lequel les protéines peuvent traverser le gène. D'accord? Donc, quand vous faites cette distance-là, vous calculez ce qu'on appelle mobilité relative ou un rapport frontal, si vous voulez. Donc, chaque bande a un rapport frontal. Et l'avantage, c'est que les marqueurs de poids moléculaires dont les tailles sont déjà connues, on connaît également leurs rapports frontaux. Et à partir de là, on peut tracer un graphe qui est le log de la masse moléculaire en fonction de la mobilité relative ou en fonction du rapport frontal. Et connaissant maintenant le rapport frontal d'une protéine inconnue, on peut maintenant venir projeter ça sur le graphe pour déterminer exactement quelle est la masse moléculaire à laquelle ça correspond. Voilà donc l'importance d'utiliser dans le SDSPH. Il permet donc de déterminer avec exactitude le poids moléculaire d'une protéine. Donc, une fois le SDSPH réalisé, vous pouvez également, vous voyez, vous avez votre échantillon dans un tube Falcon de 15 minutes qui est constitué d'un mélange de protéines de tailles différentes. Vous avez extrait, vous avez séparé par électrophorèse, vous avez un électrophorégramme. Cet électrophorégramme, vous décidez maintenant, vous pouvez dire, OK, je vais visualiser, je prends un exemple hein, pour être clair dans ce que je dis. Vous avez par exemple pris le tissu musculaire, vous avez broyé, vous avez dans un tampon, vous avez centrifugé, vous avez plus le surnageant. Et le surnageant est un mélange de protéines, il y a plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez décider, OK, je vais exactement voir, je vais isoler l'actine
Donc, vous séparez la protéine par électrophorèse. Vous aurez plusieurs bandes comme ça. Maintenant, vous dites, OK, je veux voir exactement où se trouve l'actine. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous allez transférer les protéines qui ont déjà migré sur le gène sur un papier buvard. Ce papier buvard, c'est une membrane de nitrocellulose. Et vous le transférez par un procédé qu'on appelle le blotting. Maintenant, pour révéler, n'est-ce pas, pour détecter exactement l'actine que vous voulez détecter, là, vous allez utiliser un anticorps. Vous allez exploiter la réaction antigène-anticorps qui va détecter spécifiquement ce que vous voulez. C'est ça, le Western blot. Donc, on fait le Western blot pour identifier de façon précise une protéine d'intérêt en exploitant la réaction antigène-anticorps après avoir transféré les protéines séparées sur une membrane de nitrocellulose. Donc, la réaction antigène-anticorps, c'est ça. Donc, voici votre protéine d'intérêt. Vous utilisez d'abord un anticorps primaire qui va se fixer sur la protéine d'intérêt, puis un anticorps secondaire qui va se fixer sur l'anticorps primaire conjugué à une enzyme, laquelle enzyme va libérer une coloration et vous permettre donc de visualiser la protéine d'intérêt. Donc, vous allez voir après ça une tache bleue ou une tache rouge qui vous montre que ça, par exemple, c'est ma protéine d'intérêt. Voilà. Donc, je sors de là. Vous avez donc les différentes étapes pour réaliser un Western blot. Donc, vous avez séparé, fait une électrophorèse, vous déposez votre membrane de nitrocellulose, vous mettez une pile de documents dessus. Il y aura un transfert de vos protéines en faisant passer le courant vers cette membrane de nitrocellulose. Maintenant, vous bouchez les sites de fixation non spécifiques. Ensuite, vous versez l'anticorps primaire sur ça. L'anticorps primaire va reconnaître votre protéine d'intérêt. Puis, vous enlevez, vous lavez, vous versez maintenant l'anticorps secondaire et à la fin, vous allez révéler votre immunoglobuline. Voilà. Donc, en dehors de l'électrophorèse sujet de polyacrylamide, on a également l'électrophorèse sur papier. La différence ici, c'est simplement que le papier, lui, on l'utilise pas comme on le fait avec le gel. Donc, vous voyez qu'on peut déposer l'échantillon au milieu. Les particules peuvent migrer vers la gauche ou vers la droite en fonction de la charge de la masse. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas à me les envoyer directement dans le forum Telegram ou à liker la page et à poster vos commentaires là-dessus. J'y répondrai sur ma plateforme YouTube. Merci.